Merci, je vous en prie. Merci. Mesdames et messieurs, membres du Conseil de la Fédération, les députés de la Duma d'État, mesdames et messieurs les citoyens de la Fédération de Russie, cette adresse a lieu pour la première fois au début de l'année. Nous n'avons pas de temps pour résoudre les problèmes économiques et sociaux qui se posent devant notre pays. Ces repères sont définis dans les projets nationaux qui exigent la qualité de la gestion et le travail de tous les niveaux des autorités, un dialogue direct avec les citoyens. Aujourd'hui, dans notre société, il y a la demande des transformations. Les gens veulent le développement, ils veulent progresser dans leur métier, dans leur bien-être. Ils sont prêts à assumer la responsabilité pour des actes concrets. Très souvent, ils savent mieux qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut transformer sur place, dans les villes, dans les villages, partout dans le pays. Les rythmes de ces changements doivent être augmentés avec des résultats tangibles pour chacun, pour atteindre le niveau de vie décent avec, je répète, la participation active des citoyens. Mesdames et messieurs, le sort de la Russie dépend du nombre des habitants dans notre pays. Et je voudrais commencer justement par la démographie. Combien d'enfants vont naître dans les familles russes dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Quel serait le sort de ces enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir et qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'avenir de notre pays? Quelles sont les valeurs propres à ces enfants? Aujourd'hui, nous sommes 147 millions d'habitants, mais nous avons entamé la période assez difficile du point de vue démographique et grâce aux mesures que nous avons entreprises depuis le milieu des années 2000, nous avons obtenu des résultats positifs et nous avons atteint l'accroissement naturel de la population. Il y a plus d'écoliers, mais les familles ne sont pas nombreuses. C'est la génération des années 90 et il y a la baisse du taux de natalité. Là, il y a un problème. Le coefficient du taux de natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances par femme, a constitué 1,5. Est-ce que c'est peu ou bien c'est beaucoup? C'est peu pour notre pays. C'est un peu l'indice propre aux pays européens, mais c'est peu pour la Russie. Pour comparer, 1,3, c'était l'indice en 1943, en pleine guerre. Mais dans les années 90, c'était encore pire. Par exemple, il y avait 1,16 en 1999, pire qu'au cours de la guerre. Les familles nombreuses étaient rares. Et je répète, ces prévisions négatives nous préoccupent beaucoup. C'est pourquoi notre devoir historique est d'assumer cette responsabilité et donc éviter cette piège démographique et donc stabiliser l'accroissement naturel de la population en Russie. En 2024, nous devons obtenir cet indice au niveau de 1,7 et nous avons besoin de décisions propres. Nous avons besoin des programmes publics et ces programmes doivent être évalués du point de vue de la priorité nationale, c'est-à-dire augmenter la population de la Russie. Nous devons construire la politique familiale sur la base des situations concrètes et voir les difficultés auxquelles font face les familles nombreuses ou bien les familles non complètes. Par exemple, le problème qui existe d'envoyer un enfant au jardin d'enfants. Nous avons débloqué des crédits pour créer
255 000 places dans les jardins d'enfants et dans les crèches, mais au lieu de 90 000 places, nous avons créé seulement 78 et c'est assez peu. Mais pour le moment, il n'y a pas de licence pour d'autres places, c'est-à-dire que ces établissements ne sont pas prêts à accueillir les enfants. Mesdames et messieurs les responsables des entités fédérées, il ne faut pas travailler comme ceci. Cela veut dire que nous avons créé 77,7 000, mais qui ne sont pas opérationnels, puisque la moitié ne peuvent pas accueillir des enfants. Mais d'ici à 2021, nous devons créer encore 177,3 places. Il faut combler ce retard. Et je répète qu'il faut soutenir les familles. Mais il y a la menace démographique pour notre avenir. Ce sont les revenus très basses de nombreuses familles. Environ 70 ou 90% de familles qui ont des revenus bas, ce sont des familles qui ont des enfants. Même quand les deux parents travaillent, les revenus sont assez modestes. Et nous avons donc pris des décisions depuis janvier de l'année dernière. Les familles seront soutenues puisque nous allons subventionner le premier enfant et le deuxième enfant jusqu'à 3 ans, et cela dépend du minimum vital dans la région. Et il s'agit donc en moyenne de montants de 11 000 roubles. Et à part cela, soutenu par le budget fédéral, nous allons soutenir encore le troisième et le quatrième enfant dans 75 entités fédérales à l'Oural, en Sibérie et en Extrême-Orient. C'est le grand soutien de l'État, mais je pense sur ceci. Quand l'enfant atteint 3 ans, l'État arrête les subventions et donc la famille se retrouve en difficulté. Ce qui se passe sur place, c'est inacceptable. Et je comprends très bien que tant que l'enfant n'est pas scolarisé, la femme a de la peine à concilier le travail et l'éducation des enfants. Et les enfants tombent souvent malades. Et je propose donc de prévoir les subventions mensuelles pour les enfants de 3 à 7 ans, y compris l'âge de 7 ans. Depuis le 1er janvier de l'année 2020. Qui cela sera concerné par cette mesure de soutien? Ces subventions seront destinées à ceux qui n'ont pas de minimum vital pour chaque membre de famille. Et pour être subventionné, il serait suffit de adresser une déclaration et d'indiquer votre revenu. Et je voudrais que cette procédure soit simple et commode pour que les citoyens aient la possibilité de passer toutes les formalités ou bien passer par des services à distance. Dans chaque entité fédérée, donc, comme je l'ai dit, les revenus peuvent être différents. Et les subventions vont constituer la moitié du minimum vital, 5,5 000 roubles. Mais on va évaluer comment fonctionne ce système et si on va voir que certaines familles ne peuvent pas bénéficier de ce soutien, on va entreprendre une autre démarche et on va donc dans chaque entité fédérée, subventionner la famille à la hauteur du minimum vital, c'est-à-dire 11 000 roubles par membre de famille.
Les chiffres seront différents en fonction de l'entité fédérale, mais en moyenne, ce sera 11 000 roubles. Pour réaliser cette mesure, nous avons besoin des ressources financières de corriger le budget fédéral et je demande le gouvernement russe de le faire de façon opérationnelle. Et bien sûr, les régions vont travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon très rapide? Dans l'adresse de l'année dernière, j'ai parlé du contrat social. Ce contrat social, c'est en sorte le programme personnel pour augmenter la qualité de vie de chaque famille. Dans le cadre de ce contrat social, l'État subventionne les membres de famille. Il s'agit, par exemple, de la formation professionnelle ou bien de créer sa propre entreprise, petite entreprise. Et bien sûr, la société et le gouvernement attendent de ces gens des démarches qui vont dans la recherche du métier et bien assumer la responsabilité face à leurs enfants. Pour le moment, l'efficacité de ce contrat social n'est pas très grande et l'impact est minime. Et donc, je demande au gouvernement d'évaluer l'expérience de ce contrat social et aussi élargir le soutien financier des régions pour que, en 2021, implanter ce mécanisme dans toutes les entités fédérées. Et je porte votre attention, chers collègues, les responsables des régions, sur les résultats. Ce n'est pas le nombre de contrats sociaux, mais la réduction de la pauvreté, la réduction réelle. En 2006, dans l'adresse à l'Assemblée fédérale, j'ai dit à l'époque, comme ceci, maintenant, le principal, l'amour. Et j'ai proposé donc le programme du capital de maternité. L'objectif de ce programme, c'est d'aider les familles qui ont pris la décision d'avoir le deuxième enfant. Ce programme est prévu pour le 31 décembre 2021. Et les gens demandent qu'est-ce que le gouvernement, l'État va faire au-delà de cette échéance. Nous allons prolonger ce programme de capital de maternité. Au minimum d'ici jusqu'à 31 décembre 2026. Cette démarche est obligatoire, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Nous avons besoin de soutenir les jeunes familles, ceux qui commencent leur vie familiale, qui rêvent des enfants. Et donc, je propose des décisions complémentaires dans le cadre du capital de maternité qui vont entrer en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Avec la naissance du premier enfant, la famille accède au droit au capital de maternité pleinement. Et après l'indexation, le montant va constituer 466 617 roubles. Ce montant était prévu pour le deuxième enfant, mais ce soutien va permettre à la famille de se préparer pour la naissance du deuxième enfant, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus et je propose d'augmenter le capital de maternité de 150 000 roubles. Le droit à ce montant, la famille va avoir au moment de la naissance du deuxième enfant et le montant total du capital de maternité va constituer donc 616 617 roubles. Et donc, ce montant va être indexé chaque année. Et je considère que si la famille a un enfant, déjà,
après la naissance du deuxième enfant, ce capital de maternité va être calculé pour le montant de 616 617 roubles. Et je vais ajouter que nous avons déjà pris la décision qu'au moment de la naissance du troisième enfant, l'État paye 450 000 roubles du crédit immobilier. Et donc, la famille qui a 3 enfants va investir dans l'immobilier plus d'1 million de roubles pour un nombre de régions russes, des villes, des grandes villes même. C'est presque la moitié d'une maison ou bien d'un appartement. Et ce taux de crédit immobilier préférentiel qui est 6%, et c'est le taux dont bénéficie tout le crédit immobilier. Et donc, nous avons augmenté de 10 fois le nombre de familles qui bénéficient de ces taux. À l'Extrême-Orient, ce taux constitue même 2%, et je demande les banques de participer à ce programme préférentiel. Et encore une question, j'ai évoqué la subvention pour les enfants de 3 à 7 ans, mais ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire. Oui, quand l'enfant va à l'école, les parents ont plus de possibilités de travailler et avoir des revenus complémentaires, mais les dépenses des familles pour un enfant scolarisé sont plus grandes. Il y a plus de préoccupations et à cette étape, nous avons besoin de soutenir les familles. Et je propose de garantir le repas gratuit pour les enfants qui vont à l'école de la première classe à la 4e classe d'études. Je ne cache pas, il y a eu des grandes discussions et les collègues, certains collègues ne sont pas contre, mais ils disent que ce n'est pas juste, puisqu'il y a des familles qui ont des grands revenus, il y a des familles assez modestes, et il y a une logique, mais il y a aussi une autre logique qui est propre à notre société. Tout le monde devrait se sentir dans des conditions d'égalité. Les enfants des familles modestes ne peuvent pas se sentir lésés dans ce cas. Et pour notre société, c'est très important. Oui, on me dit que même à l'époque soviétique, avec tous ces programmes sociaux de l'époque soviétique, il n'y avait pas de ce soutien social, mais il n'y avait pas de grande disparité dans la société soviétique comme aujourd'hui. Je crois que c'est logique de le faire aujourd'hui. Pour organiser ce repas gratuit à l'école, je propose d'employer les 3 sources de financement, la source fédérale, locale et régionale. Mais il faut créer une infrastructure à l'école, il faut des réfectoires, des cantines et bien sûr des produits de qualité. Et même à l'époque soviétique, il y avait des problèmes là-dessus. Et bien sûr, cela nécessite du temps, mais dans les régions et dans les écoles qui sont prêtes techniquement à offrir ce repas gratuit, il faut le faire depuis le 1er septembre 2020, mais dans toutes les régions, dans toutes les entités fédérées, les enfants doivent bénéficier de ce repas chaud gratuit. En général, chers collègues, le sens de toutes les décisions que nous prenons, c'est de créer en Russie un système efficace et un système opérationnel du soutien des familles pour que les revenus de nos citoyens, surtout de ceux qui élèvent des enfants, devraient être à la hauteur de la vie digne. Et je répète, les démarches que nous avons entreprises dans le social ont donné des résultats et
Nous avons constaté qu'il y a la génération qui est scolarisée maintenant, qui entre dans l'université, a des valeurs qui sont propres à la famille. C'est l'amour, c'est le bonheur de maternité et de paternité, c'est le lien entre les générations différentes, c'est le respect des personnes âgées, ce qui unit la société, ce qui donne le sentiment de sécurité, de fiabilité. Si ces valeurs seront propres pour les générations à venir, cela leur aidera dans leur vie adulte et nous allons garantir le développement de la Russie en tant que grand pays, un pays qui est digne de ses valeurs. Chers collègues, le soutien de la famille et de ses valeurs, c'est toujours à s'adresser à l'avenir, aux générations qui devront vivre à l'époque des modifications colossales du point de vue sociologique et technologique. Ça veut dire déterminer le sort de la Russie au XXIe siècle et pour que maintenant même ils pourraient ouvrir leur potentiel, il faut que nous leur créons toutes les conditions nécessaires. Et avant tout, il s'agit d'offrir à chaque enfant, où qu'il habite, une bonne éducation. Au milieu de la décennie à venir, en Russie, on aura à peu près 19 millions d'écoliers, ce qui est à 6 millions supérieur à l'indice pareil de 2010. Souvent, on entend dire qu'il est très compliqué d'influencer les processus démographiques et alors débloquer de grands montants pour le développement démographique n'est pas raisonnable. Alors, la pratique montre l'efficacité de ces mesures de soutien de la famille et le résultat est souvent supérieur à nos attentes les plus courageuses. Je me réjouis de ce fait de voir autant d'écoliers dans nos écoles. En même temps, cette situation ne doit pas dégrader le confort et la qualité de l'éducation. Et je demande le gouvernement et les régions, compte tenu des facteurs démographiques et d'autres facteurs, de déterminer combien il nous faut de places supplémentaires aux écoles. Il faut amender le projet national d'éducation. Là, il faut trouver des solutions flexibles, non seulement construire des écoles, mais profiter avec efficacité de toute infrastructure existante dans le domaine éducatif. Il faut profiter des possibilités offertes par des hautes technologies modernes. Maintenant, puisque toutes les écoles de la Russie sont connectées au réseau Internet, en 2021, ces écoles doivent avoir l'accès au débit, ce qui permettra d'aborder pleinement la transformation numérique et digitalisée des écoles nationales pour assurer l'accès aux programmes les plus perfectionnés d'éducation pour les professeurs et pour les écoliers. Nous avons vu la croissance dynamique, le développement des centres et des pôles de formation technique et pour les enfants. Il faut faire de même pour les arts, pour la peinture. Au sein du projet national de la culture, on débloque plus de 8 milliards de roubles pour acheter l'équipement musical pour les écoles de musique. Mais le problème est plus large. Maintenant, nous voyons que plus d'un millier d'établissements pareils occupent des bâtiments vétustes. Je demande les régions de mettre à l'ordre dans ce domaine. C'est votre obligation et votre responsabilité. Ensuite, l'école moderne, c'est un professeur, un instituteur moderne, un enseignant moderne. Et il faut offrir le prestige national à ce métier. D'ici quelques années, les possibilités de croissance de carrière doivent être offertes à tous les professeurs des écoles, surtout dans le domaine d'enseignement supplémentaire professionnel. Ce travail quotidien lié avec l'éducation et l'instruction des enfants, c'est une grande responsabilité. Et ce travail nécessite une formation supplémentaire et particulière des instituteurs. Et il leur faut offrir du soutien à cet égard. Je crois important de donner en supplément aux professeurs des écoles, responsables des classes, au niveau de 5 000 roubles au profit du budget fédéral.
cette mesure-là aussi a fait couler d'encre parce que c'est l'obligation, les responsabilités des régions. Mais nous comprenons que l'instituteur responsable de la classe d'études, c'est plutôt celui qui est responsable d'un grand nombre des enfants, et c'est le niveau plutôt national. Et je veux prêter votre attention à ce que toutes les mesures prises d'avance doivent être conservées. Tous les suppléments salariales doivent être conservés. Et je vais le contrôler. J'ai plusieurs fois prêté votre attention à ce que tous les paramètres des salaires des employés budgétaires, des salariés, doivent être respectés strictement. Je m'adresse souvent à ce sujet et ce n'est pas par hasard. Si nous perdons le contrôle de cette question, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, on est toujours tenté de négliger ce sujet. Il s'agit des spécialistes qui sont employés dans les domaines les plus importants de la vie sociale et leur travail doit être bien payé. Les écoliers vont être plus nombreux à être promus des écoles. Alors il faut leur offrir la possibilité d'avoir l'enseignement supérieur. À ce sujet, je propose d'augmenter la quantité des bourses gratuites dans les établissements d'enseignement supérieur. Et je vous demande de les offrir prioritairement aux établissements régionaux. Surtout privilégier les territoires où nous avons cette déficience des médecins, des instituteurs, des ingénieurs. Il est évident qu'on ne peut pas se limiter à augmenter la quantité des étudiants. Avec la participation du business, il faut améliorer le niveau d'enseignement, améliorer l'infrastructure éducative et technique. Il faut prêter attention à la formation professionnelle continue des professeurs pour offrir la possibilité aux étudiants d'aujourd'hui d'être embauchés dans leur région. Le marché de travail est en changement continu. Les missions disparaissent et on en voit apparaître d'autres. Il faut réagir rapidement à ces modifications. Je crois qu'il est important d'offrir aux étudiants, après la deuxième année d'études, la possibilité de réorienter leurs études. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est important pour offrir aux jeunes leaders la possibilité de réussir. Nous avons lancé le concours national des leaders dans lequel plus de 3,5 millions de jeunes ont déjà participé. L'année passée, l'espérance de vie en Russie a dépassé 73 ans. C'est à 8 ans supérieur par rapport à l'année 2000. C'est le résultat des changements dans le pays, du développement des sports de masse. Et il est évident que le système de santé publique y a fait une contribution considérable en développant le système de soins médicaux technologiques, en protégeant la maternité et la natalité. Le niveau de la mortalité enfantine a connu un minimum historique. Cet indice chez nous est meilleur que dans certains pays européens. Je suis au courant que la société dans de nombreux pays développés est souvent critique pour leur système de santé publique respectif. Presque dans tous les pays, les citoyens critiquent leur système de santé publique. Aussi bien que ça paraisse de l'extérieur. Mais quant à nous, ce que nous avons su faire dans ce domaine nous prouve encore une fois qu'une fois l'objectif fixé, nous sommes capables de l'atteindre. Mais il est évident que dans le domaine de la santé publique, ce ne sont pas les chiffres et les indices statistiques qui sont importants. Quelqu'un qui doit faire un grand trajet pour être reçu par un spécialiste médical. Cette personne-là ne s'intéresse pas beaucoup à la hausse de l'espérance de vie dans le pays. C'est sa propre vie, sa propre santé qui l'intéresse. Il veut avoir l'accès sans entrave
à l'assistance médicale de qualité. Alors maintenant, il faut concentrer nos efforts au niveau à la médecine de proximité. C'est là où nous avons un grand nombre de points sensibles pour les gens. Durant l'année en cours, comme c'était prévu dans le projet national de santé, nous devons terminer le déploiement de réseaux des points d'aide médecins. Mais ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont déjà résolus. Non, l'essentiel pour la médecine, c'est non seulement de donner des prescriptions et envoyer les gens visiter les spécialistes assez éloignés. L'essentiel, c'est d'utiliser l'Internet au débit, l'équipement moderne de pointe. Et je m'adresse au Fonds populaire de la Russie de contrôler ce problème. On lance les programmes de modernisation de la médecine de proximité. Nous allons rééquiper les polycliniques, les hôpitaux régionaux, les postes des urgences dans toutes les régions du pays. Et à ces fins, nous débloquons 500 milliards de roubles supplémentaires. À 90%, ce sont des ressources fédérales. À leur tour, je demande les entités fédérées de trouver les moyens pour résoudre les problèmes d'hébergement des médecins, surtout dans les villages éloignés. Il faut profiter de tous les mécanismes existants, y compris le logement de service. La question de formation des cadres est la question clé pour la santé publique. D'ici 2024, tous ces niveaux doivent être remplis des spécialistes. Et avant tout, il faut travailler avec les services de proximité. Durant la rentrée suivante, je demande de modifier les approches pour les futurs étudiants médecins. 70% doivent être bien ciblés. Pour les pédiatres, ce niveau doit atteindre 75%. Les quotas pour l'admission ciblée de futurs médecins doivent être créés par les entités fédérées et qui doivent garantir l'emploi aux étudiants. Il faut assurer que les spécialistes soient embauchés là où on en a besoin. En ce qui concerne la formation continue des médecins, il faut privilégier les médecins avec le stage de travail dans la médecine de proximité. Il faut le prévoir aussi pour les centres médicaux du niveau fédéral. À partir de cette année, nous allons entamer un nouveau système de salaire dans le système de santé publique, en fixant le taux fixe au sein de salaire et en utilisant tous les suppléments salariales qui ont été décidés. Je comprends que les réalisations de toutes les mesures mentionnées exigent de grandes ressources. Si vous revenez au point que j'ai prononcé le premier, pour chaque point, il faut beaucoup d'argent. Et alors, je m'adresse au gouvernement pour bien fixer les priorités de notre développement. C'est notre avantage que nous avons su avoir durant les dernières années et il ne faut pas le perdre. Je connais que dans plusieurs régions, l'année passée, on a eu des problèmes avec la livraison des médicaments. Parfois, les fonctionnaires avaient cette approche la même que pour acheter de la bureautique. Mais c'est pas ça, c'est important, les médicaments. Les gens ne doivent jamais être en déficience des médicaments que leur ont besoin. Durant cette année, nous allons lancer un nouveau registre générique des médicaments dont les gens ont besoin, ce qui permettra à livrer les médicaments avec de fortes remises à des gens qui en ont besoin. Nous avons déjà adopté des décisions qui permettraient
d'importer des médicaments d'une façon simplifiée, même les médicaments qui n'ont pas encore de licence sur le territoire national. Je demande les fonctionnaires de faire tout pour que les gens, surtout les familles qui ont besoin des médicaments, ne souffrent pas de leur absence sur le territoire national. Nous allons modifier le contrôle de la qualité des médicaments en le renforçant non seulement à l'industrie, mais à toutes les étapes de leur circulation, y compris dans les réseaux des pharmacies. Chers collègues, ces dernières années, nous avons focaliser nos efforts à renforcer l'économie nationale. Le budget fédéral est en proficience. Nos ressources sont suffisantes de couvrir la dette extérieure. Il ne s'agit pas des chiffres inventés, ce sont les chiffres qui sont directement liés avec la vie quotidienne de chaque citoyen, avec le remplissement de nos obligations sociales envers les citoyens. Nous voyons auxquels problèmes sont confrontés les citoyens des pays qui n'ont pas eu ce coussin de sécurité économique. Suite à la politique consécutive de la Banque centrale et du gouvernement, nous avons eu 3% d'inflation durant l'année passée, ce qui est inférieur à 4% à la limite fixée. La hausse du prix pour certaines catégories des marchandises a été un peu supérieure, mais l'inflation est assez basse, ce qui a été prévu. La situation est tout à fait différente à celle qu'on a témoignée il y a 5 ans, par exemple, lorsque l'inflation à 2 chiffres, c'était une sorte d'impôt qui concourait certaines catégories de la population, surtout les salariés. Maintenant, en nous basant sur ce fondement économique et stable, nous devons créer les conditions pour l'augmentation des revenus des citoyens. C'est la mission primordiale du gouvernement de la Banque centrale. Il faut modifier la structure de l'économie nationale pour en renforcer l'efficacité. En 2020, la cadence de hausse de PIB de la Russie doit être supérieure à des indices moyens dans le monde. Il faut augmenter les investissements à la rénovation des postes de travail, des emplois, au développement de l'industrie, de l'agriculture, du secteur tertiaire. Le niveau d'investissement doit s'élever à 5% et la part dans le PIB doit être augmentée de 21% jusqu'à 25% d'ici 2024. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour stimuler les investissements ? Tout d'abord, nous sommes convenus de ne pas modifier les conditions fiscales pour le business durant les 6 ans à venir, ce qui permettra d'avoir l'horizon de planification plus large pour les milieux d'affaires. Nous allons adopter les lois visant à protéger les investissements. Les conditions fiscales pour le grand projet doivent être immodifiables pour le délai de 20 ans. Et l'exigence des normes à la construction des sites industriels doivent être fixées pour 3 ans à venir. Toutes ces conditions doivent être adoptées sous forme de loi. Il est évident que le grand business n'est pas seul à avoir besoin de soutien. Il faut soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous avons déjà des mesures, par exemple, les privilèges fiscaux, la déduction fiscale, mais qui ne sont pas toujours utilisés parce que ça concerne la réduction des recettes fiscales des régions. Alors je propose aux frais du budget fédéral compenser les 2 tiers des pertes de recettes fiscales des régions causées par les déductions offertes aux entreprises. D'ici la fin de l'année, on prévoit de terminer la réforme des contrats, ce qui va simplifier le business. Je demande à la Duma d'État d'adopter les amendements qui concernent à rendre plus transparents les dossiers
dans les tribunaux concernant les accusations contre le business. Et je porte votre attention au fameux article 210 du Code pénal qui donnait la possibilité de renforcer les responsabilités pénales des gens qui travaillaient dans la même entreprise. Maintenant, il faut faire de manière que pour renforcer les responsabilités pénales, la police et le tribunal prouvent que l'entreprise a été créée à des fins criminelles. Nous avons créé les volumes des réserves qui nous garantissent la fiabilité et la sécurité. Alors, nous sommes en mesure d'investir davantage au développement de l'économie nationale. Il faut privilégier les projets de rendement, y compris les routes de contournement des grandes villes, les grandes routes, les autoroutes entre les centres régionaux. Ces projets vont causer la croissance de petites et moyennes entreprises et l'activité économique dans les régions. Cinquième point, pour la croissance, l'économie a besoin de l'argent de long terme et ça, c'est la responsabilité directe de la Banque de Russie. Il faut rendre les crédits accessibles pour les entreprises du secteur réel de l'économie. Toutes les entreprises, surtout les grandes entreprises, doivent se rappeler de leurs responsabilités sociales. Et je remercie les parlementaires pour leur position stricte dans le domaine de la protection de l'environnement et nous allons adopter le système de supervision de la qualité de l'air. Ensuite, nous allons répandre ce contrôle à tout le pays pour contrôler l'état de l'air, du sol et de l'eau. Bref, en créant le système de monitoring écologique. Vers la fin de cette année, au moins 80 entreprises devront accéder aux décisions de complexes écologiques pour réduire les émissions dans l'atmosphère. Pour le moment, nous avons délivré 16 autorisations pour ces technologies. Il faut réduire le nombre de déchets. Il faut accéder aux technologies qui permettent de trier les déchets. Et depuis l'année 2021, avoir le droit à cette responsabilité écologique des entreprises qui vont participer au financement du tri des déchets, c'est-à-dire ils vont payer ce tri puisqu'ils polluent. Il faut utiliser l'expérience des recherches internationales dans le domaine de pollution de l'océan mondial, de l'environnement, puisqu'il y a la rapidité du développement des technologies et nous devons adopter des normes et des standards dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'intelligence artificielle, des nouveaux matériaux et du numérique. Nous sommes capables d'avoir cette percée dans ce domaine comme dans le domaine militaire. Et pour résoudre ces missions, nous allons développer l'infrastructure de recherche, y compris les installations de mégasciences. Il faut donc stimuler les jeunes chercheurs. C'est comme ceci que se passe et chaque deuxième chercheur de notre pays sera plus jeune que l'âge de 40 ans et c'est notre objectif. Ces chercheurs, ces ingénieurs, ces entrepreneurs doivent avoir la liberté de recherche. Et je demande les députés de l'Assemblée fédérale d'adopter des lois dans ce sens et lancer un mécanisme souple pour accéder aux nouvelles technologies, pour lancer
la circulation des mégadonnées et à base des normes internationales, il faut mettre en place le soutien public de financement de recherche. Ces chercheurs doivent avoir le droit au risque, puisque nous ne pouvons pas avoir des règles qui ne permettent pas de risquer dans les recherches. Il faut développer les entreprises innovantes, il faut développer les exportations innovantes et soutenir la demande pour des technologies nouvelles. Il faut accélérer la transformation numérique de l'industrie et il faut faire en sorte que les projets nationaux soient basés sur les produits de fabrication nationale. Nous avons déjà créé une grande infrastructure de la télévision numérique. De par ses performances, cette télévision est parmi les plus modernes dans le monde. C'est plus élevé comme en France, en Autriche ou bien en Suisse. Et les gens ont besoin aussi de l'Internet. La Russie est un rare pays qui possède des réseaux sociaux nationaux, des moteurs de recherche nationaux, d'autres ressources Internet. Et je propose de lancer un projet Internet accessible et donc garantir l'accès à l'Internet aux gens. Les gens ne doivent pas payer pour le trafic Internet. Chers collègues, cette accessibilité de l'Internet devrait constituer notre atout compétitif, créer un milieu pour l'éducation, pour la communication et pour réaliser des projets sociaux et culturels, offrir des possibilités pour participer à la vie du pays. Chaque initiative est importante. L'initiative des ONG qui veulent participer au développement national. Et c'est très important. Le bénévolat, le mouvement des volontaires qui intéresse les jeunes se développe. Il s'agit du respect, par exemple, envers la génération des vétérans à la veille de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. C'est très important. Nous sommes fiers pour cette génération. Nous honorons ces vétérans et nous pensons à notre avenir. Nous sommes inspirés par ces traditions et nous sommes obligés de défendre la vérité sur cette victoire dans la guerre. Il faut faire barrage aux mensonges, faire barrage aux tentatives de transformer l'histoire. Et nous allons créer l'archive des documents d'archives qui parlent de la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale, accessible pour tout le monde en Russie et partout dans le monde. Et c'est notre devoir devant les générations à venir. Chers collègues, nous voyons que l'évolution dans le monde est imprévisible. Ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Afrique, pendant les dernières semaines, il y a eu beaucoup d'événements. Nous avons vu comment les conflits régionaux peuvent constituer la menace pour l'humanité tout entière. Et je suis certain que ce discours sur les normes internationales qui peuvent garantir la stabilité est nécessaire. Il faut faire preuve de la volonté politique, du courage, et nous devons assumer la responsabilité dans l'international. Et
les pays qui ont fondé les Nations unies devraient donner l'exemple. Les 5 pays qui font partie des membres permanents du Conseil de sécurité. Il faut commencer par les mesures qui empêchent la nouvelle guerre. Il faut développer les approches qui garantissent la stabilité sur la planète tout en prenant en compte les aspects militaires, politiques, culturels et sociaux dans le monde. La Russie est ouverte pour la coopération avec tous les partenaires intéressés. Nous ne menaçons personne, nous n'imposons notre volonté à personne, mais je vous assure que nos démarches qui visent à garantir notre sécurité étaient opportunes et complètes. Pour la première fois, je le souligne, pour la première fois dans l'histoire de l'arme nucléaire, y compris l'époque soviétique, nous ne rattrapons personne. Au contraire, les autres puissances ont encore à créer une arme que la Russie possède déjà. La capacité de défense de notre pays est garantie pour quelques décennies dans l'avenir, mais il ne faut pas attendre, il faut progresser encore, il faut évaluer la situation dans le pays, il faut développer les systèmes d'armes dans l'avenir, ce que nous faisons, puisqu'il s'agit de notre sécurité et cela crée les fondements pour le développement de notre pays, faire plus pour nos priorités nationales. Il faut nous concentrer sur la croissance économique, la croissance sociale de toutes les régions de la Russie, puisque la grandeur de la Russie est indivisible de la vie digne de chaque personne. Dans cette harmonie de la grande Russie, je vois la base de notre avenir. En progressant dans cette voie, nous avons besoin de la participation active de nos citoyens, de la société toute entière et de toutes les branches du pouvoir dont le potentiel demande à être développé. Et je voudrais parler également de la gestion publique et de la structure de la gestion dans notre pays. On me pose souvent des questions sur la Constitution russe, y compris lors de la conférence de presse récente. Bien sûr, la Constitution a été adoptée il y a environ 25 ans dans le contexte difficile de la crise interne et les choses ont beaucoup évolué depuis. Dieu merci, nous n'avons pas de conflit armé dans la capitale, nous n'avons pas de foyer de terrorisme dans le Caucase. Malgré certains problèmes qui restent et qui ne sont pas résolus, nous avons stabilisé la situation dans le social et dans l'économie. Et un nombre d'associations pose une question sur l'adoption de la nouvelle Constitution. Je ne vois pas la nécessité dans l'adoption de la nouvelle Constitution puisque le potentiel de la Constitution de 93 n'est pas épuisé parce que les bases fondamentales du régime constitutionnel, les droits de l'homme, vont être la base fiable pour notre société russe. Cela dit, cette discussion qui concerne certains changements, modifications de la Constitution se font entendre et je crois qu'on peut parler de certains amendements dans la Constitution qui sont importants en tant qu'un État social, État de droit qui a comme valeur la dignité, la liberté, les droits de l'homme. Première chose, la Russie peut rester la Russie en tant qu'un État souverain. La souveraineté de notre peuple doit être inconditionnelle. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup fait. Nous avons cessé avec la situation où le pouvoir était accaparé par des pouvoirs oligarques. Nous avons créé des réserves puissantes qui stabilisent notre État
sa capacité de défendre les droits de l'homme et de défendre l'économie nationale contre la pression extérieure. Et le temps est venu d'apporter des amendements dans la loi fondamentale qui garantissent la priorité de la Constitution de Russie dans notre espace juridique. Cela signifie ceci: le droit international et les accords internationaux, les décisions des organismes internationaux doivent être en vigueur sur le territoire russe seulement dans le cas où ils ne contredisent pas à la Constitution russe et ils ne contredisent pas à la garantie des libertés et des droits des citoyens russes. Deuxième, je propose au niveau constitutionnel d'entériner les critères pour la nomination des personnes qui sont responsables pour la sécurité et la responsabilité. Il s'agit par exemple des responsables des régions, des députés, le chef du gouvernement, les ministres, les responsables des différentes institutions fédérales. Ces gens-là ne doivent pas avoir une nationalité étrangère ou bien un document qui leur permette de résider dans un autre pays, un pays étranger. Le sens, la mission de la fonction publique, c'est le service. Et la personne qui choisit cette voie doit prendre une décision liée sa vie à la Russie, à notre peuple et pas autrement, sans exception. Encore des critères stricts doivent être valables pour la personne du président russe. Le président russe devrait résider sur le territoire russe au moins durant 25 ans et ne pas avoir une nationalité étrangère, non seulement au moment des élections, mais aussi pendant toute sa vie. Je sais que dans notre Constitution, on parle aussi de ce nombre de mandats pour le président russe. Je suis d'accord que le président russe ne devrait pas assumer ce mandat au-delà de 2 mandats. Il faut successif. Donc, sur tout le territoire russe, pour obtenir ces résultats, nous devons lancer tous nos projets. Vous connaissez bien sûr les problèmes dans l'éducation, dans la santé, qui sont liés à ce décalage entre le niveau fédéral et le niveau régional du pouvoir qui a de l'impact négatif pour les gens. Il y a des droits et des obligations qui sont égaux pour tous les citoyens, mais parfois il y a l'injustice et qui menace la stabilité de notre société. Je crois qu'il faut entériner les critères uniques du pouvoir public et entériner ces principes dans la Constitution. Les compétences et les possibilités de l'autodétermination de l'administration locale devraient être renforcées dans la Constitution. Et bien sûr, dans tous les cas de figure, les obligations sociales devraient être respectées de la part de l'État. Il faut donc entériner dans la Constitution le montant du salaire minimum qui ne devrait pas être inférieur au minimum vital. Nous avons cette disposition dans la loi, mais il faut inscrire dans cette disposition dans la Constitution et il faut entériner dans la Constitution les principes de retraite, par exemple l'indexation des retraites. Quatrième, la Russie, c'est un pays très vaste et chaque
entité fédérée a ses particularités. Il faut prendre en compte ces particularités. Il faut augmenter le rôle des gouverneurs dans la prise de décision au niveau fédéral. En l'an 2000, j'ai constitué le Conseil d'État qui réunit tous les gouverneurs. Ce Conseil d'État a fait preuve de son efficacité. Ce groupe de travail garantit l'examen très efficace des questions les plus importantes. Il faut entériner dans la Constitution le statut du Conseil d'État. Cinquième, la société russe devient plus mûre, responsable, exigeante. Les forces politiques principales dans le monde, malgré les diversités, adoptent une position patriotique et reflètent la position des électeurs. Presque tous les groupes politiques dans la Duma d'État, vous savez que les responsables de ces groupes politiques parlent toujours avec le président, sont prêts à assumer la responsabilité dans la formation du gouvernement. Ce sont des applaudissements que j'ai entendus. Mais je pense que vous allez avoir la possibilité d'applaudir de nouveau. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Alors, avec plus de responsabilités pour la formation du gouvernement, ça signifie d'assumer la responsabilité pour la politique qui sera menée par ce gouvernement. Moi, je suis d'accord avec cette position. Quelle est la situation actuelle? Conformément à l'article 111 et 112 de la Constitution de la Fédération de Russie, le président ne reçoit que l'accord de la Duma d'État pour constituer le gouvernement. Et c'est le président qui nomme le chef du cabinet et tous les ministres. Je propose de modifier cette procédure et confier à la Duma d'État non seulement la concertation, mais l'adaptation de la candidature du Premier ministre. Et ensuite, à la proposition du Premier ministre, à adopter les candidatures des ministres. Et le président sera obligé de les adopter au poste. Il n'aura pas la possibilité de refuser au Parlement la nomination des candidats qui ont été votés par les députés. Tout cela concerne des modifications importantes dans le système politique, mais je dois répéter que compte tenu de la maturité de nos structures, la maturité de notre société, toutes ces mesures sont opportunes pour renforcer le rôle des groupes parlementaires, pour renforcer l'indépendance du Premier ministre et de tous les ministres, ce qui pourra rendre plus efficace la coopération entre les branches législatives et exécutives du pouvoir. Alors, chers collègues, je tiens à souligner que je suis persuadé que notre pays, compte tenu de son territoire énorme, sa composition complexe du point de vue territorial et national, notre pays ne peut pas se développer ni rester en forme d'une république parlementaire. La Russie doit rester une forte république présidentielle. Alors, le président doit garder son autorité de déterminer les priorités de l'activité nationale. Il doit garder la possibilité de limoger le Premier ministre. Il doit garder la possibilité de diriger directement les forces armées et tous les systèmes de maintien de l'ordre. À cet égard, je propose de faire encore un pas pour garantir l'équilibre entre les branches du pouvoir. Et sixième point, je propose d'envisager que le président pourra nommer les
dirigeants des services de maintien de l'ordre après les consultations avec l'Assemblée fédérale, ce qui renforcera la transparence de ces nominations. Ce principe de consultation préalable avec les députés peut être aussi adopté pour la nomination des procureurs. Chers collègues, en pratique, ça pourra engendrer des obligations, y compris des obligations informelles devant les autorités locales. Il faut le prévoir. Les consultations auprès du Conseil de fédération qui est représentant des régions, c'est une mesure très efficace à mon point de vue. Il ne faut pas qu'on ait de différentes procédures dans différentes régions, puisque le procureur, par exemple, elle représente le pouvoir public et de supervision, nonobstant des conditions locales des régions. L'essentiel, c'est que le procureur protège les intérêts des citoyens où qu'ils habitent dans notre pays. Il faut qu'on soit guidé par les intérêts des citoyens. Septième point, le rôle primordial à assurer la protection des droits des gens appartient au système de tribunaux. Il faut assurer le professionnalisme des magistrats et la confiance de la population envers le système judiciaire. La loi essentielle, la Constitution doit protéger les juges. Leur indépendance doit garantir leur assujettissement uniquement à la Constitution et à la législation fédérale. Il faut prévoir dans la Constitution les pouvoirs offerts aux députés de proposer le licenciement des magistrats qui ont commis des actes qui ne permettent pas de garder le statut de magistrat. Cette proposition est faite vu la pratique contemporaine, la pratique moderne. C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. Un autre, pour renforcer la qualité de la législation nationale et pour protéger les intérêts des citoyens, je propose de renforcer le rôle de la Cour constitutionnelle et notamment lui offrir la possibilité de vérifier la conformité à la Constitution des lois avant leur signature par le chef de l'État. On peut élargir le pouvoir de la Cour constitutionnelle pour la vérification d'autres lois de niveau fédéral et de niveau régional. Chers collègues, je veux souligner que les propositions que j'ai mentionnées aujourd'hui ne sont pas exhaustives. Je suis persuadé que les associations ont leur mot à dire dans le domaine. La société en général, tous les citoyens, il faut une discussion publique à ce sujet. Mais en inaugurant ces discussions, je veux en donner une orientation pour vous montrer quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Chers collègues, nous ne pouvons pas oublier l'état du pays après 1991. Après l'effondrement de l'Union soviétique, nous avons gardé nos ambitions, bien sûr, avec un fort potentiel humain, territorial, historique et autres. Mais nous avons hérité des menaces. Nous avons eu des menaces de telle envergure que c'était inimaginable auparavant. Il aurait fallu y penser. Alors maintenant, en construisant notre société de futur, nous avons des objectifs parfois contradictoires de première approche qui peuvent paraître incompatibles. Alors, il faut qu'on crée un système fiable, strict, invulnérable et stable à son contour extérieur qui garantirait sans condition la sécurité et la souveraineté du pays. Mais ce système doit rester souple, vif et prêt à se modifier compte tenu des modifications dans le monde et à l'intérieur de la société vu son développement permanent. Le système qui assurerait
le remplacement des dirigeants. Cette modification est la condition sine qua non de la transformation profonde de la société visant son développement. L'essentiel, c'est de garder l'orientation pour les intérêts de la Russie. Je crois aussi très important, et je veux le souligner, que les amendements que nous allons discuter n'entament pas les fondamentaux de la Constitution et peuvent être votés par le Parlement dans le cadre de la loi existante, par la voie de l'adoption des lois constitutionnelles appropriées. Mais ces nouvelles concernent la modification des approches de l'activité du pouvoir législatif, exécutif et de la justice. Et je suppose organiser des votes des citoyens russes concernant les modifications apportées dans la Constitution. L'opinion du peuple doit être déterminante. Ce sont les gens qui vont décider aujourd'hui, maintenant et à l'avenir pour la stratégie du développement et pour les conditions de la vie quotidienne. Tout cela ne doit être fait qu'avec le respect de l'opinion du peuple. L'année 2020, c'est une bifurcation. La Russie a devant elle des missions de rupture, des missions historiques. Et pour résoudre ces problèmes, pour atteindre ces objectifs, l'approche de chacun est nécessaire. Nous devons le faire ensemble. Je le souligne et je le redis. La Russie, c'est nous. Il ne s'agit pas de nous qui sommes présents dans cette salle. Non, la Russie, ce sont tous les citoyens de notre pays. Je crois que notre succès sera garanti par notre belle volonté à atteindre des meilleurs objectifs. Notre travail pour notre famille, pour nos proches, pour nos enfants et pour leurs avenirs. En fin de compte, pour la grandeur de la Russie et pour la dignité de ses citoyens. Je vous remercie de votre attention.